bonjour à tous et bienvenue dans l'Expresso de Essai qui a lieu exceptionnellement un mercredi puisque demain c'est férié. Donc merci à tous ceux qui sont au rendez-vous. Ce matin, on retrouve comme tous les mois Quentin pour un point marché. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Quentin se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Salut Quentin et merci d'être avec nous ce matin. En début d'année, on avait évoqué la tendance haussière qui avait débuté fin 2020. Plusieurs facteurs sont venus expliquer cette hausse, l'actualité autour de la pandémie et particulièrement les annonces autour des campagnes de vaccination, l'optimisme sur les marchés financiers qui a été provoqué par la reprise économique. On a aussi eu l'actualité autour de la vague de froid qui venait d'Asie, qui a engendré une envolée des prix du GNL. On a parlé des records de prix du CO2, beaucoup d'actualités sur les marchés. Et on imaginait une détente des prix au printemps. Et finalement, aujourd'hui, la hausse des marchés continue. On a l'impression de subir un peu cette situation. Est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça dure ? Bonjour Justine. En fait, on subit en effet la continuité de tous ces événements. Ils ont plus ou moins marqué fortement les marchés parce que bon, voilà, on a connu une vague de froid quand même très forte sur l'Eurasie. Ce n'est pas seulement une zone localisée, mais c'était quasiment un double continent qui avait été touché. Les campagnes de vaccination ont bien progressé au fur et à mesure. On voit les pays qui déconfinent au fur et à mesure, qui ont du coup une activité qui va reprendre petit à petit. Alors, il y a toujours des inquiétudes, mais globalement, la pandémie semble un peu maîtrisée, si je puis dire. Alors, il y a encore le cas de l'Inde qui est préoccupant sur les marchés. On ne le voit pas encore forcément sur les marchés pétroliers ou autres, mais ça reste quand même assez préoccupant. On a toute la partie Amérique du Sud aussi qui reste un peu dans ce contexte-là, mais globalement, ce n'est pas forcément ça qui va faire bouger, entre guillemets, les prix d'énergie au niveau de l'Europe. Du coup, c'est vrai qu'on continue vraiment de subir ces effets qui sont à la fois des effets qui sont quand même à caractère imprévisible. Ça crée des structures de marché très particulières, on pourra l'évoquer tout à l'heure, mais du coup, en fait, on est vraiment sur cette tendance haussière et elle perdure. On est toujours un peu inquiet sur la suite des événements concernant les marchés, puisque en fait, il y a différents scénarios qui peuvent se profiler par la suite, mais globalement, on n'a pas eu de retombée des prix, même à court terme, entre guillemets. Donc, en fait, on voit toujours que les marchés sont sous tension sur différents facteurs au fur et à mesure du temps. Effectivement, et d'ailleurs sur le marché du gaz, on vient de l'évoquer, mais la vague de froid qui a finalement été plus longue qu'on l'imaginait. Ça a eu un impact sur nos stockages, ça a eu un impact sur la disponibilité de GNL. On est sur un marché tendu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le marché du gaz ? Alors, pour faire un focus sur le marché du gaz, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, il y a eu la première vague de froid qui nous a impacté, et ensuite, il y a eu la seconde vague de froid. Alors, ce n'est pas une vague de froid intense, ce n'est pas comme si on avait pu connaître des giboulées de neige ou des froids polaires en mars, mais en fait, c'est une vague de froid tardive sur des stockages qui étaient déjà très bas du fait de la vague de froid qu'on avait connue précédemment. Et du coup, en fait, le fait que cette vague arrive tardivement et qu'elle perdure justement, et là encore, même au moment où on se parle, c'est qu'il y a des anomalies de température globalement sur la France et quelques-uns de ses pays voisins, et du coup, ça nous empêche de réellement injecter dans les stockages. Quand on parle de période d'injection, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en sortie d'hiver, donc c'est-à-dire à partir de globalement de mars, on essaye de remplir les stockages, on passe en période d'injection justement pour en fait être prêt pour l'hiver prochain. Et cela se fait par les flux continentaux, par exemple comme la Norvège, la Russie qui nous approvisionnent. Alors, on a un peu de baisse de la part de la Norvège par intermittence, c'est des questions de maintenance, mais des fois les accidents techniques. Des baisses de la part de la Russie qui a décidé de ne pas faire forcément passer énormément de gaz à travers l'Ukraine, et donc ça nous impacte. Donc, il y a toute une question de sécurisation d'approvisionnement et du coup de fluctuation. Du coup, on s'appuie aussi sur le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, on avait dit que globalement, il était parti en Asie parce que les pays asiatiques étaient prêts à mettre des primes pour pouvoir en acheter. Et finalement, en fait, on voit que c'est revenu petit à petit, pas sur les records qu'on a pu connaître en 2019 ou début 2020, mais que globalement, ça se tasse un peu parce qu'on voit les prix qui remontent par la suite. Et donc, on est un peu en difficulté sur cet approvisionnement de GNL. Et du coup,
alors qu'on doit être en train de rentrer du gaz dans les stockages, bah, finalement, on n'en rentre pas ou on en rentre très peu et peut-être pas assez même avant cet été. Si par exemple, on avait un effet de température très élevé, ça pourrait impacter finalement les cours et on n'a pas la flexibilité attendue de désapprovisionnement finalement. Merci Quentin. On va parler un peu de l'électricité maintenant. Les prix sont assez élevés et on avait parlé de l'impact de l'explosion des prix du CO2 qui, de surcroît, était animé par les spéculateurs. C'est pas facile à décrypter parce qu'on a d'un côté les ambitions climatiques, donc peut-être tu pourras nous dire quelques mots, qui sont revues à la hausse, surtout en matière d'émissions de CO2. Et puis, on a aussi les gros consommateurs du marché qui ont un peu dénoncé cette spéculation autour du CO2 et qui ont demandé à la CRE et à l'autorité des marchés financiers de stopper un peu tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est, ce qui s'est passé et comment ça se traduit sur les marchés ? Tout à fait, Justine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'électricité, finalement, va suivre un peu toute l'évolution des combustibles. Actuellement, la production nucléaire en France est relativement faible et du coup, en fait, la demande de gaz pour la production d'électricité a augmenté. Elle augmente aussi dans les pays voisins, comme par exemple l'Allemagne, qui a vu la production d'électricité à partir de gaz exploser, surtout parce qu'en fait, il y a une compétition avec les prix du charbon. Les prix du charbon sont eux aussi très élevés du fait de la demande chinoise, des problèmes d'approvisionnement qu'il y a pu avoir, des stockages très bas. On est sur des records de prix à plus de 2 ans. Donc, dans ce contexte-là, en fait, il y a un peu de compétitivité entre le gaz et le charbon à travers le CO2. Sur le CO2, en fait, ça rejoint ce que tu disais sur l'ambition climatique de l'Europe. Effectivement, la confirmation du pourcentage de 55% de réduction d'émissions à effet de serre à horizon 2030, que l'on voit partout maintenant dans les journaux, qui date quasiment de septembre dernier, qui a été validé en décembre, et qui continue à être évoqué dans les différents plans de Bruxelles, globalement. En fait, on attend des mesures cet été. Alors, on attendait ça plus pour juin sur le mécanisme CO2, on pouvait avoir des révisions. Ça a été reporté à juillet, parce que du coup, ça prend énormément de temps, et qu'il va falloir du temps finalement pour avoir l'aboutissement de tout cela. Mais on voit bien que finalement les ambitions climatiques européennes vont avoir un impact sur les marchés de l'énergie à travers le CO2 et du coup de cette spéculation qui est tout. Donc c'est un marché ouvert aux spéculateurs comme on a pu l'évoquer dans les précédents expressos. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Commission européenne la semaine dernière a dit qu'en fait le CO2 n'était pas forcément assez cher par rapport aux ambitions climatiques de l'Europe et que globalement il n'y aurait peut-être pas d'intervention de leur part concernant cette spéculation accrue. Et donc en effet, comme tu le dis, c'est dénoncé à travers les réseaux sociaux et d'autres appels de grands industriels et d'acteurs sur le marché, mais pour l'instant il n'y a pas forcément d'actions qui sont prises et du coup on subit un peu cette spéculation et ça peut un peu quand même nuire un peu à la compétitivité de l'Europe alors qu'on est en période de relance, donc on attend de voir les aboutissements de tout ça. Merci Quentin. Donc, les marchés sont tendus, hein, c'est une certitude. On a des niveaux de prix relativement hauts et vous avez compris pourquoi grâce aux explications de Quentin. Ce qui est certain, c'est que le maître mot doit rester l'anticipation, anticiper ses achats pour essayer de lisser son prix et d'avoir une visibilité sur son budget. Quentin, d'ailleurs, on voit beaucoup dans la presse ou dans des articles des termes comme les marchés sont en contango ou en backwardation. Ça peut paraître un peu barbare, alors qu'en fait, ça décrit simplement la structure des marchés. Est-ce que tu peux nous présenter ces différentes structures et nous dire dans quelle situation nous nous trouvons actuellement au regard de tout ce qu'on a pu évoquer ? Alors, pour faire simple, quand on parle de structure de marché, il suffit de regarder finalement la forme de la courbe. Un marché en contango, c'est un marché qui est en train de monter au fur et à mesure, plus le temps va passer. Le marché de la backwardation, la structure de marché en backwardation, c'est que le marché va diminuer petit à petit au fil des années. C'est-à-dire que si vous demandez en fait une offre à votre fournisseur, par exemple sur l'année 2022, eh bien, le prix sera plus cher que si vous demandiez une offre sur le marché, par exemple, de 2023. Et donc, ainsi de suite sur 2024. Et ça, c'est la backwardation. Et en fait, c'est la structure de marché dans laquelle on se trouve actuellement. C'est-à-dire que 2022 est plus cher que 2023, plus cher que 2024. Ça montre en fait la tension qu'il peut y avoir sur le marché, qui est des effets un peu de tension peut-être temporaire, puisque les vagues de froid, ça peut se résorber. S'il n'y a pas par exemple, de vagues de chaleur cet été, ça peut du coup ensuite se résorber au fur et à mesure. Et donc, les cours peuvent soit s'aplatir, soit encore se creuser
opportunités en fonction de la tension qu'il peut y avoir sur le marché. Mais à travers cela, ce qu'on dit, c'est aussi que c'est aussi des opportunités. Il ne faut pas forcément se concentrer sur l'année de livraison suivante, parce qu'en fait, on peut construire son budget par anticipation, et il vaut peut-être le coup d'aller voir pour pouvoir acheter un peu 2023, 2024, en fonction de vos contrats et de votre discussion et de stratégie avec vos commerciaux. Vous pouvez déjà regarder ça et bénéficier, entre guillemets, de cette forme de structure, de courbe de marché au moment où on se parle. Pour conclure, Quentin, avant de passer aux questions, c'est vrai qu'on compare souvent une situation de marché à une situation antérieure. 2021, on a un contexte marché un peu particulier et ça nous rappelle un peu celui de 2018. Vague de froid, hausse des prix du CO2. Est-ce que tu peux un peu nous faire une petite comparaison? Pourquoi c'est intéressant de comparer ces deux périodes? Et est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes résultats sur les marchés? Alors, dans l'analyse en fait de marché, on a souvent tendance à un peu à regarder ce qui s'est passé dans les dernières années. L'histoire ne se répète pas forcément. Attention, ce n'est pas dire qu'il s'est passé exactement la même chose, mais du coup, ça nous permet d'envisager certains scénarios et de faire attention justement à apprendre de ce qui a pu se passer et donc de tout remettre en contexte. Le fait d'évoquer 2018, eh bien, en fait, ça nous rappelle finalement la hausse phénoménale qu'on avait pu connaître, hein. Le CO2 avait été multiplié par 3 sur la remise en question du mécanisme à l'époque, mais également une vague de froid intense en février et une canicule l'été. Ça avait amené à des prix à des niveaux assez records sur l'électricité, mais également sur le gaz. Et ben là, la question peut se poser, parce que finalement, on a eu une vague de froid tardive, les stockages sont bas, le CO2 a explosé, et du coup, on a des problèmes de visibilité, entre guillemets, sur ces marchés soumis à cette spéculation. Et donc, dans ce contexte-là, on peut se poser la question de savoir si, finalement, le marché ne pourrait pas faire comme 2018, et c'est-à-dire encore être plus haut cet été. Alors, tout cela va dépendre, je dis donc, de phénomènes météorologiques, un peu de géopolitique. Ça peut aussi tout à fait s'effondrer sur différentes raisons, mais pour l'instant, on est un peu inquiet par rapport à cet été. Merci Quentin. Je te propose qu'on prenne le temps de répondre à une question. Ça marche. Alors, on parle beaucoup d'opportunités, mais concrètement, comment on les saisit? Alors, une opportunité, en fait, elle se crée par en fait un suivi de marché. Le suivi de marché se construit à travers soit des outils digitaux, soit votre relation avec votre commercial, par le fait d'avoir des points réguliers, des contacts. Demandez aussi à votre commercial un peu de suivi de marché. Ça passe aussi par tout ce qui est un peu réseaux sociaux et autres, mais ça passe aussi surtout par la mise en place de stratégies qu'il faudra suivre. Ça s'appelle des suivis d'intérêt, c'est des mandats de risque en fait. Et donc en fait, en fonction de cela, ça permet de capter ces opportunités. Quand on a un marché, par exemple, sur l'électricité qui est à 60 €, et bien, en fait, si le marché tombe à 55, on peut demander à être alerté, de faire attention justement à se dire, bah voilà, pourquoi le marché finalement a baissé? Est-ce qu'il pourra continuer à baisser ou pas? Et ça, il faut faire attention là-dessus. Merci Quentin. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, restez en contact régulièrement avec vos commerciaux pour échanger sur les marchés et n'hésitez pas à suivre Quentin sur les réseaux sociaux qui vous publie des actualités autour du marché à rythme hebdo. Merci à tous pour votre participation. Merci Quentin. On se retrouve la semaine prochaine. C'est une entreprise spécialiste de la communication qui viendra témoigner. Avec une collaboratrice, Annabelle, on détaillera leur choix d'achat d'électricité verte. Merci à tous, merci Quentin et à très bientôt. Merci Justine.